Bonjour, bienvenue à Entre deux, l'émission de Lova qui est ma sœur. Petite introduction réalisée par ma sœur, mais je le répète, bienvenue sur le podcast Entre deux. Aujourd'hui, c'est le tout premier épisode de la saison 1 qui s'intitule Entre deux héritages culturels. Et dans cette première saison, on va écouter les histoires de personnes riches de plusieurs cultures. Et elles vont nous raconter comment elles vivent avec cette multiplicité culturelle. Aujourd'hui, on commence en famille. J'ai auprès de moi ma sœur, Dina, et mon frère, Nadzein. On est tous les trois franco-malgaches. Nos deux parents sont malgaches et nous, on est nés en France. On a tous les trois la double nationalité. Et aujourd'hui, on va vous parler de nos ressentis et de comment on vit avec cette valise riche de ces deux cultures. Et vous allez voir que des fois, on est fiers, des fois, on galère, on ne sait pas trop où se mettre, des fois, on crée des ponts. C'est assez complexe et c'est assez intéressant parce qu'on ne partage pas forcément les mêmes ressentis dans notre fratrie. Des fois oui, des fois non. En tout cas, je les remercie du fond du cœur. Ça a été un moment d'enregistrement intense, avec beaucoup de rire. Vous l'entendrez parfois, avec quelques larmes aussi. C'était juste incroyable. Si ce podcast et cet épisode vous plaisent, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et je vous souhaite une bonne écoute sur le podcast Entre deux. Je m'appelle Dina et en général, en français, on le prononce Dina et en malgache, en fait, on le prononce Din. Moi, quand je me présente aux gens, c'est en général Dina. Et moi, je m'appelle Nadzein. Donc, je ne me présente jamais comme ça à ceux qui me demandent comment je m'appelle. Le plus souvent, je leur dis je m'appelle Nadzein une première fois quand même. Mais je leur dis appelez-moi Naj. Je trouve ça plus simple. Et puis, avec un petit jeu de mots, une petite blague, les gens retiennent mieux surtout. Pour ma part, quand je me présente, je dis toujours je m'appelle Lova. À part si je sais que la personne en face de moi est malgache. Dans ce cas-là, je dirais Louve. Mais sinon, je dis Lova. Et en général, ça va attiser la curiosité de l'autre. Et donc, on va me dire « Ouais, c'est joli, ça vient d'où ?» Donc, je vais dire « C'est malgache. » Et en fait, ça se prononce « louve ». Et en fait, en entier, c'est « lovasoa » ou en fait « louvasu » en malgache. « Ah ouais, Mr. Lova Lova ». Après, on me fait plein de blagues avec mon prénom. Et en vrai, ça me fait rire, c'est un moyen de connecter. Donc, je trouve ça rigolo. Moi, quand je rencontre une nouvelle personne, en général, oui, ça va de suite être « Ah, mais t'as des origines ?» Et du coup, on me pose la question. Et bon, en général, j'essaie de rentrer dans un jeu. Et la plupart du temps, les gens se trompent, mais c'est pas grave. Mais après, je dis que je suis malgache. Moi, j'apprécie, ouais, qu'on fasse ce jeu de devinette de quelle origine je suis. Parce que ça fait que qu'on s'intéresse à moi aussi et potentiellement d'où je viens, enfin mes origines quoi. Donc ouais, ça va, j'apprécie, ouais. Les pronostics, en général, les gens disent que je suis soit indienne beaucoup, soit polynésienne, tahitienne. Et ça m'est arrivé une fois égyptienne. Mais voilà, en général, c'est Asie, Indien, voilà. Est-ce qu'on essaie de deviner un peu mes origines Oui, on essaie souvent de deviner. On essaie même de le deviner à l'écrit parfois. Enfin, après ça, on en parlera peut-être plus tard dans l'enfance. Mais c'est vrai que quand je me présente, on me dit déjà que c'est un prénom pas commun, qu'ils ont jamais entendu. Et aussi, ils se demandent si si c'est pas pareil asiatique ou en tout cas d'Afrique. Et après, c'est toute une histoire de
de petits jeux de géographie et de noms que j'aime bien, qui maintenant m'amusent, qui m'a pas toujours amusé d'ailleurs, mais que je vois maintenant plus comme de la curiosité simple de connaître l'autre et son histoire. Et oui, il y a un petit jeu de oui, ah, t'es malgache, oui, malgache, de Madagascar, oui, tu as raison. Et Madagascar, on les appelle les malgaches, oui, ok, tout ça. Et pour la culture, avant, on, quand je dis avant, c'est peut-être il y a 2, 3 ans, on me disait souvent que j'étais soit de l'île de la Réunion aussi, ou bien des îles. Là, plus récemment, maintenant, on me dit direct que ouais, je suis malgache. C'est curieux. Je le prends à la rigolade aujourd'hui parce que je me dis que les gens ne sont pas méchants quand ils posent la question. Je pense qu'ils posent la question de manière tout à fait innocente, enfin, pour créer du lien en quelque sorte. Avant, je le prenais plus personnellement du fait que je leur reprochais d'être ignorants, de ne pas savoir où est Madagascar, ou bien de ne pas savoir comment le peuple s'appelle, ou bien de le rattacher au film, ou bien de se dire qu'à Madagascar on parle que français, et on savait pas qu'il y avait une langue qui s'appelait le malgache aussi. Je pense que je leur reprochais ça. Pour ma part, j'ai toujours apprécié les jeux de devinettes par rapport à mes origines. J'ai toujours pris ça comme une opportunité de rigoler, de créer du lien, surtout en fait. Donc ça me plaisait bien et c'était un moyen aussi pour moi de parler de choses que je trouvais intéressantes et qui me parlaient. Là, ce qui ressort ces derniers mois, ces dernières années, c'est je suis brésilienne. Faudrait que j'apprenne à parler portugais. Sinon, ce qui ressort, c'est si je suis indonésienne, cambodgienne, indienne, ça m'est arrivé, réunionnaise. Il y en a qui devinent quand même, mais c'est plutôt rare. Mais il y en a, ça arrive quand même qu'on devine que je suis malgache. Si moi ça a été un sujet ou pas, alors je pense que, alors là comme ça me revient pas, mais je pense qu'en y réfléchissant, ça a été un petit peu le cas où je me disais que j'étais française, mais que j'étais malgache et que bah du coup c'est quoi l'entre-deux. Et ouais, du coup, et d'autant plus que là, avec ce podcast et tout ça, bah, ça fait que je me pose un peu plus la question aujourd'hui, quoi. Je pense que c'est pas si, c'était un sujet important mais pas prioritaire. Ça m'a un petit peu traversé à certains moments de ma vie, disons, où comme si mon identité était renvoyée un peu à la face des gens, par exemple quand je dois changer d'établissement au lycée, à la fac, etc. Ben c'est toujours ça redevient l'occasion de savoir comment je dois me présenter en fait, et du coup c'est là où je me demande bah oui, je suis français et malgache, qu'est-ce qui, si on me pose la question tu te sens plus quoi ou quoi, ben je sais pas exactement. Donc c'est seulement, je pense, dans ces moments-là où ça m'a vraiment creusé la tête. Les deuxièmes moments, c'est plus dans les moments familiaux, où je me sentais le plus souvent comme une sorte d'arnaque malgache. Moi, à la maternelle et à la primaire, je n'ai pas, enfin, je dirais que j'ai pas tant ressenti que ça, des différences avec mon entourage et les enfants autour. Je me rappelle pas trop avoir ressenti des différences, en tout cas à cette époque-là. Peut-être un peu plus tard, mais à cette époque-là, je dirais que non, pas trop. C'était pas un sujet pour moi à l'époque, non. Pour moi, est-ce que j'ai senti des différences dans mon enfance? Je pense que oui. La première qui me saute aux yeux, c'était plus déjà à la cantine, quand j'avais pas de riz pour manger mes plats. Tout simplement parce que nous, ben, on a toujours quasiment mangé du riz avec tous les plats principaux, hein, du midi comme du soir. Et c'est vrai que je me rappelle au début quand on nous servait à la cantine, eh mais y a pas de riz quoi. C'est incomplet quoi, il manque un truc. Et quand on me dit non mais ça se mange comme ça, ah bon, ok. C'est pour moi il manque un truc. Donc je pense que c'est le premier truc flagrant que j'ai dans l'enfance. Après je sais
je pense que je ne voyais pas les différences des autres sur moi. Je pense que c'est quelque chose que je ne regardais pas. Peut-être qu'il y en avait, mais je ne sais pas. Au niveau de l'apparence. Au niveau linguistique, euh, je ne ressentais pas de différence. Je savais qu'il y avait deux langues. Je savais qu'il y avait le malgache que mes parents parlaient entre eux parfois, qu'ils ont essayé un petit peu de me transmettre. Je savais qu'il y avait le français que je parlais couramment. Mais je ne me suis jamais dit qu'il y avait soit un conflit ou que je devais parler malgache à l'école ou que je devais parler français tout le temps à la maison. Moi, le rapport que j'ai eu avec la communauté malgache à Toulouse, c'est un peu compliqué, j'allais dire. Non, mais je me sentais pas très à l'aise. Même dans l'enfance, je sais pas si je faisais vraiment attention à ça, puisque j'étais une enfant et que je voulais juste jouer. Principalement quand on allait aux fêtes malgaches, on allait jouer avec les autres enfants, peu importe français ou pas français ou peu importe quoi en fait. Moi personnellement j'avais juste envie de jouer donc je faisais pas trop attention à ça. Ouais, je pense que je reviens un peu sur la même chose. C'est sur les amis d'enfance en premier. Donc ça fait des événements, des soirées, des fêtes typiquement malgaches que je pouvais pas retrouver par exemple aux anniversaires de mes autres copains. Même si mes meilleurs copains à l'époque c'était des malgaches aussi. Euh, je pense que ce que je voyais en tout cas de mon rapport à la communauté malgache, et là où j'étais pas conflictuel, mais où je comprenais pas en fait pourquoi il y avait ça, c'est plus le rapprochement avec l'église et la vie chrétienne, où en mode on devait venir tous ensemble, faire ci, faire ça. Je voyais que ça faisait partie un petit peu de la culture justement, en tout cas de la communauté malgache en France et à Toulouse, mais je savais pas si c'était nous qui devons le faire ou si c'était parce que tout le monde devait le faire. Moi je me sentais plus obligé et du coup et je pense que c'était quelque chose qui m'a pas je sais pas si ça m'a mal marqué mais ça en tout cas ça m'a pas bien marqué. Moi si j'ai déjà eu des moqueries ou des remarques par rapport à mon nom ou prénom, il y avait juste peut-être mon nom de famille où la maîtresse galérait un petit peu à prononcer mon nom. Je savais que c'était à mon tour c'était mon nom qui devait tomber à l'appel. Et là, il y a un gros blanc parce que je sais qu'elle est en train de mettre 3 plombs pour épeler mon nom de famille qui est hyper long. Donc il y avait juste ça où tout le monde se marrait parce que elle disait de manière très épelée mon nom de famille et donc ça faisait rire la galerie. Mais après, au départ, comme j'étais très timide de base étant enfant, je le prenais plutôt mal. Je voulais juste me cacher et puis par la suite, c'était une habitude donc ça allait pour moi après. Ouais. Dans mon enfance, je me souviens oui de l'appel par la maîtresse etc. Et sur ce point, j'étais partagé. J'avais en même temps un peu pareil que toi, j'étais bien timide et du coup en fait qu'on s'attarde sur mon nom et que toute l'attention revient sur moi, mais ça me gênait, ça me faisait un peu malaiser. Et en même temps, ça me tenait à cœur qu'on le dise bien. Je sais pas si c'était parce que je tenais à proprement parler de ma culture malgache, mais c'est plus par respect pour mon identité à moi que je voulais qu'on respecte ça, et aussi parce que je voulais être un peu un élève excellent et que du coup je voulais qu'on se rappelle de moi. Donc il fallait qu'on sache exactement qui je suis et qu'on fasse pas de mistake sur mon nom. Je rejoins mon frère et ma sœur sur l'anecdote de l'appel en cours. En fait, j'avais du mal avec mon prénom et mon nom. Quand j'étais petite, je me présentais en tant que Lovasoa et à chaque fois, les gens galéraient à le dire et c'était une époque où j'étais super, super, super timide. Et le fait qu'ils galèrent et qu'ils aient du mal à comprendre et qu'ils aient du mal à le prononcer, ça me mettait vraiment, vraiment mal à l'aise en fait.
Je voulais juste un truc classique qui passe partout et là, c'était pas le cas. Mais avec le temps, au final, les gens rigolent et je me détache un peu et je rigole avec eux. Et j'en blague même. Mais sinon, à l'école, en maternelle et en primaire, ça se passait très bien au final avec mes camarades, avec les enfants. Mais il y avait quand même un truc qui m'avait chagrinée. Quand j'étais petite, j'étais aussi au conservatoire de danse de Toulouse. J'y suis rentrée à l'âge de 6 ans et j'y suis restée jusqu'à mes 18 ans. Mais dans les premières années, il y a eu un moment donné où il a fallu se spécialiser. Alors à l'époque, c'était soit en danse classique, soit en danse contemporaine. Et moi, je voulais choisir la danse classique. Mais mes parents, je pense qu'ils ont eu peur en fait et ils m'ont pas mal dit attention, tu risques d'avoir des jugements, des critiques, des remarques sur ta couleur de peau et on n'a pas envie que tu sois mal, etc. Et du coup, bah, je les ai écoutés et j'ai choisi la danse contemporaine. Alors, heureusement que j'aimais ça. Et en vrai, c'était trop cool après les années suivantes. Et du coup, je regrette pas et j'en veux vraiment pas du tout à mes parents parce que je pense qu'ils ont essayé de me protéger à leur manière et peut-être même qu'ils m'ont épargné de réelles critiques. Mais c'est vrai que sur le moment, je trouvais ça profondément injuste. Moi aussi, je pense que j'ai globalement un bon rapport avec tout le monde, que ce soit des enfants de ma classe, qu'avec des adultes. Moi, j'étais un élève, enfin, j'étais un enfant d'abord assez obéissant, donc j'avais pas de problème au vu des adultes, et vu que je répondais souvent aux attentes, j'ai jamais rencontré de problème. Maintenant, je sais que je m'entendais mieux avec les garçons que les filles, par exemple. Il n'y avait pas grand rapport avec mon identité, ma double identité. Moi, personnellement, pendant l'adolescence, alors oui, il y a beaucoup à dire pendant l'adolescence. C'est là où tout s'est passé. L'enfance, c'est bon, c'est terminé. Maintenant, on passe à l'adolescence où là, il y a tout qui ressort. Il y a tous les Il y traumas. a tout, déjà, t'es plus un enfant, donc t'es un adolescent, donc tu prends conscience de certaines choses. Et les autres aussi, autour de toi. Donc là, moi, pour ma part, je me sentais pas bien dans ma peau à cette période-là. Parce que, côté cœur, côté amour, tous les garçons se ruaient sur mes copines ou sur les autres, qui étaient toutes des blanches, et pas des métisses marron, black, enfin voilà. Du coup, j'ai senti un gros décalage par rapport à ça parce que je rentrais pas dans la case en fait. Donc j'ai complexé énormément sur ma couleur de peau, sur les formes que j'avais, sur mes lèvres qui étaient trop bombées à mon goût. Voilà quoi, je désirais juste pas le corps que j'avais en fait. Et pourtant à côté, surtout maman qui me disait mais tu sais, les gens autour de toi ils sont prêts à faire de la chirurgie et tout pour avoir tes lèvres, pour avoir ta couleur de peau, ton métissage, tes cheveux qui sont volumineux. Et j'ai dit, oui, 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 mais moi, je veux rien de tout ça. Enfin, voilà. Donc, pour moi, l'adolescence, ça a été plutôt compliqué à ce niveau-là, physique. J'ai pas vraiment eu de remarques par rapport à ça, à ma double identité ou à mes origines pendant l'adolescence. Pour ma part, des évolutions et décalages, oui, je pense que dans l'adolescence, c'est là où l'identité devient une grande question, parce que c'est en temps en développement et en construction. Des remarques blessantes, je m'en rappelle de deux là comme ça. Je sortais du bus et euh, et il y a des garçons plus jeunes que moi pour le coup qui me disent quand moi je sors du bus, oh voilà un chinois. Alors je sais pas c'est quoi la représentation qu'il a d'un chinois, mais ouais c'est vrai que ça m'avait marqué à ce moment-là. La deuxième qui m'avait pas mal marqué aussi dans l'adolescence, c'était au collège. Et c'était pas dans l'enceinte du collège, c'était plus à l'époque. Il y avait le père d'un de mes potes de l'époque qui n'arrivait pas à dire mon prénom.
Alors, qu'il n'avait pas à le dire, ça, pour moi, je comprenais pas parce qu'il suffit de lire et tu le dis. Non, pour lui, je pense qu'il a juste pas envie et il m'appelait Pyjama. Et donc, mais c'est au début, j'ai rigolé parce que je pensais que c'était un petit jeu de mots. C'est vrai qu'en sonorité, ça peut peut-être se rapprocher et encore. Mais en fait, non, il a vraiment décidé de m'appeler Pyjama jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, ben, quand je venais, ah, Pyjama, t'es là? Bon, vas-y, tu veux manger quoi ce soir? Et je me dis, ok. Et là, pour le coup, j'avais encore ce trait d'obéissance, etc., où je discute pas un peu l'autorité. Donc, ouais, je l'ai laissé m'appeler Pyjama jusqu'au bout, quoi. Mais en vrai, ouais, j'étais vraiment dégoûté, quoi. Donc là, oui, remarque blessante. Remarque valorisante, je l'avais pas tant sur mon nom, mon identité ou quoi. Ce sera plus peut-être quand je regarde dans le... Alors c'est mi-valorisant, mi-stéréotypé du coup. C'est par exemple pour mes profs. Comme me disait, ah t'es malgache, t'as des bonnes notes, bah t'es un bon malgache, quoi. D'où ça sort. Et puis après j'avais ce truc là de, ouais c'est vrai que les malgaches ils sont toujours là au premier rang, c'est toujours des élèves attentionnés ou qui sont scolaires, etc. Ils obéissent aux règles, voilà des bons élèves, quoi. Et je me suis un peu aussi formaté mine de rien à cette idée là. Et la deuxième réflexion que j'ai du collège, c'est dans le sport. Je voyais que je courais plus vite que les autres. J'ai toujours été fier de ça. Maintenant qu'on vienne me faire refléter que ah c'est parce que t'as des origines noires, toi. Et donc c'était ni valorisant ni blessant, c'était un peu comme un fait en fait. Donc je savais pas trop comment le prendre, mais c'est des remarques que du coup je constate. Et Ouais, après oui. non, rien. J'allais dire juste que c'est vrai qu'en termes valorisants, parce que j'ai parlé que pas valorisants. Non, c'est vrai qu'en termes valorisants, bah, c'est très le physique qui revenait aussi en mode, ah, t'es une fille exotique. Donc c'est vrai que bon, je savais pas trop comment le prendre, mais je le prenais plutôt bien, vu le ton, l'intonation qu'on me disait là-dessus. C'est une fille exotique, et du coup, ça sort un peu du lot. Et du coup, on est très content d'être une fille exotique, quoi. Donc, en termes de valorisation, c'était plus ça. Quand je passe en revue un peu mon adolescence, collège c'est vraiment une partie où j'étais un petit peu le seul de mon type dans mon groupe d'amis. Genre c'était vraiment que des franco-français pour la plupart, ou bien les origines ça allait être toujours européennes ou enfin caucasien, quoi. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient soit métissés d'Afrique, Asie ou etc. Et justement j'avais presque eu même une image un peu dégradée, mais quand je me suis rendu compte que j'étais ben, la seule personne de couleur entre guillemets de ma classe et que ma classe était genre la meilleure du collège et que tous mes anciens potes de la primaire ils étaient dans la plus mauvaise classe du collège, mais dans ma tête le calcul était un petit peu simple et c'était ah ouais donc les blancs ils sont plus intelligents que les noirs, quoi. Et ça en arrivant au lycée j'ai là un petit peu abandonné, même si c'est un peu resté parce que dans les filières qui sont dévalorisées socialement, c'était là quand même où on retrouvait le plus de couleurs, noir, arabe, asiate, peu importe. Et moi j'étais en classe en filière S, donc je retrouvais encore ben, les mêmes profils que j'avais au collège. Mais je me suis détaché de ça en rencontrant mon meilleur ami. Et du coup, au lycée, je me suis dit, en fait, l'image, c'est moins important que la profondeur d'une personne. J'ai essayé, ouais, de trouver des compensations pour me sentir mieux dans l'adolescence. J'ai essayé au mieux, bah, de me pâlir la peau, donc je mettais de l'eau froide, hyper froide sur le visage. Et du coup, ça pâlissait un peu la peau, quoi. Donc en hiver, j'étais trop contente parce qu'il faisait super froid. Et en été, j'étais trop pas contente parce que, bah, je bronzais. C'était horrible pour moi. J'étais entourée par, principalement, bah, j'avais une meilleure amie de l'époque, qui était, bah, enfin, double nationalité aussi. Donc, elle était, française, vietnamienne, chinoise, cambodgienne, donc, multiple, en fait.
J'étais entourée, du coup d'elle principalement, et j'avais d'autres amis franco-français aussi. Euh, dans la classe, c'était majoritairement des blancs. En me repassant un petit peu les épisodes de ma vie, je me rends compte que j'étais un peu une passerelle parfois entre ceux qui étaient noirs ou métissés, même enfin tout ce qui n'était pas français, je faisais comme une passerelle en fait pour soit les amener vers un autre groupe ou pour moi voyager entre les deux. Et c'est un peu flagrant dans la mesure où quand il y avait des situations qui étaient problématiques entre les deux, ben je venais en intermédiaire. Par exemple dans le sport, c'était très souvent ça quand on devait faire des équipes et qu'il fallait s'organiser pour les règles qu'on allait décider. Moi j'étais avec les franco-français qui étaient de mon équipe et en face il y avait tous les autres de mes potes mais qui étaient tous noirs, métissés, arabes, etc. Et en fait, on n'avait pas les mêmes rapports aux règles. Et du coup, je me retrouvais un peu à être pris comme l'arbitre malgré moi par les deux équipes en fait. Genre les gens de mon équipe qui me disaient ouais, dis-leur que pourquoi moi t'as qu'à le dire toi. Non mais toi vas-y parce que tu les connais, t'es plus proche d'eux. Sur quoi tu te bases? Enfin, dans ma tête, je me dis ça, mais j'allais les voir quand même. Et du coup, je leur disais, oui, non, mais il fallait faire telle règle. Et ouais, non, mais non, on joue comme ça, sinon c'est pas drôle et tout. Dis-leur, toi. Et je suis là à être le hibou de Harry Potter entre les deux, quoi. Et du coup, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, parfois, comme si j'étais ni l'un ni l'autre, ou les deux en même temps, comme une passerelle. C'est comme si je pouvais être partout et nulle part à la fois. Pour ma part, l'adolescence, elle a été assez tranquille. J'ai jamais eu de remarques vexantes, blessantes. Euh, J'arrivais à connecter avec un peu tout le monde, que ce soit des personnes blanches ou non blanches, des franco-français, des gens qui ont deux cultures ou plusieurs cultures encore. Après, en creusant plus, je me rends compte que quand une personne est plutôt de couleur, ou en tout cas que je perçois des traits euh, d'une autre culture, et qui est en général pas d'Occident, ça va être plus facile pour moi de entrer en interaction. Alors je sais pas trop pourquoi, et ça se fait surtout avec des personnes liées d'une manière ou d'une autre au continent africain ou à l'Amérique latine. Je crois que j'ai des croyances assez profondes, et c'est aussi ce que je perçois, hein, en tout cas chez mes potes qui viennent de là-bas, mais un attachement profond à certaines valeurs, et notamment ce sentiment d'accueil, de générosité et de solidarité, mais qui est vraiment vraiment là et que je sens très profond, en tout cas que moi j'ai du coup, et sont des valeurs qui ont été transmises par mes parents, et que je projette en fait sur tout le continent africain et l'Amérique latine. Et du coup, ces pensées-là, c'est vrai que je les projette très facilement à des personnes de couleur. Et du coup, ça va me faire plus facilement entrer en interaction avec ces personnes-là. Alors évidemment que ça veut pas du tout dire que toutes les personnes de couleur ont ces valeurs, et voilà, pas du tout. Des fois, ça veut pas dire que je deviens pote, ça veut pas dire qu'on devient amis, et des fois l'interaction reste juste superficielle, mais quand même, moi, ça me permet de plus facilement entrer en interaction. Et en fait, après, avec les personnes que je vois blanches, il y en a qui ont évidemment plusieurs cultures en elles, mais du coup, ça va être tout autre chose qui va me donner envie de entrer en interaction. En fait, ça me demande un peu plus de temps. Au début, c'est peut-être pas aussi fluide, et je suis peut-être pas forcément aussi à l'aise qu'avec des personnes d'origine autre que occidentale. Donc ça va me demander un petit peu plus de temps, mais on arrive à créer des liens en fait, parce que je vois avec le temps que les valeurs,
on a les mêmes, et que je vois qu'il y a cette curiosité réciproque de toi, comment tu vis, c'est quoi tes racines et c'est quoi qui te parle là-dedans. Et voilà, et pareil, ça veut pas dire que j'arrive toujours à lier des relations profondes et amicales avec toutes les personnes blanches, mais je vois quand même ces différences de comment moi je rentre en interaction. Ce qui me lie à la culture malgache, la première c'est mes parents. Voilà, c'est toute leur histoire, leurs origines, etc. La langue, même si j'en ai pas été très proche, enfin, j'ai pas pratiqué moi personnellement, et même nous trois, on n'a pas été sensiblement éduqués à bien parler malgache. Mais dans le quotidien, à la maison, ben, on entendait le malgache tous les jours, quoi. Ensuite, ça va être tout ce qui va être autour de l'alimentaire, enfin les repas, etc. Où là, c'est vraiment un peu unique en son genre, quoi. La manière dont Dada et maman, ouais, pas, ah ça, c'est super intéressant, mais que je dise Dada et pas papa, par exemple. Donc Dada, ça veut dire père. En gros. Moi, j'étais quand même attaché à ce côté un peu où je devais bien me faire voir quand même. C'est-à-dire que je dois, comme si j'étais un petit peu le représentant de mes parents, de leurs origines, et que du coup il fallait que je montre une belle image, que je sois, ben, je reprends la phrase de mes profs, mais un bon malgache, quoi. Mais j'ai jamais vraiment eu l'impression que c'était quelque chose qui partait de moi, mais que c'était plus une attente ou une demande des autres. Donc quand je dis des autres, je parle de mes parents ou bien même de leur cercle malgache à eux, qui nous demandent à moi comme à nous trois, hein, ben, un certain devoir entre guillemets de malgache. Le lien que j'ai avec la culture malgache, principalement, c'était ouais la nourriture, hein, pareil, pendant l'enfance. Par exemple, il y a le raftout, et la base, c'est le riz. S'il n'y a pas de riz, c'est compliqué. Le raftout, le vanspoor, le varamnanan, avec la rougaille. C'est vrai que pour nous les malgaches, c'est vraiment le riz comme le pain est au français. Ouais, c'est ça. Et bon, là, c'est une anecdote que j'ai. Bon, c'était à Carcassonne, là, quand on mangeait du cassoulet, quoi, le castelnodari, quoi. On est arrivé au restaurant avec, ils nous ont apporté notre petit cassoulet, là, dans leur petite marmite, là. Et on était là, et on regardait, on attendait que le riz arrive, en fait. On était là, excusez-moi, y a pas de riz. Non. La honte, quoi. Genre, voilà, et pareil pour la cuillère aussi, y a pas de cuillère. Ah oui, ouais. Et maman avait demandé le piment pour couronner le tout, en fait. Donc c'était assez hilarant. Donc c'est vrai qu'en termes des cultures malgaches, niveau nourriture, complètement, ouais, je me retrouve dedans complètement. Après, niveau aussi musique, danse, je me rappelle de maman encore une fois qui faisait souvent le repassage en écoutant la télé, et c'était des musiques et des clips malgaches qui passaient à longueur de journée là. Donc d'ailleurs ça me saoulait un petit peu, mais au fin de compte j'ai fini par, je sais pas, ça s'est intégré en moi et maintenant j'aime beaucoup même. Et ouais, la danse aussi, tout ce qui est un peu déhanché, mouvement du bassin, tout ça, j'adore quoi. Et en termes de vêtements, c'est vrai que vestimentairement vestimentairement, on avait beaucoup les robes malgaches quand on était petite là, avec les petits dessins de petits personnages malgaches sur le torse quoi. Moi j'aimais beaucoup ces petites robes là, je trouve très emblématiques de là-bas du coup. Bon maintenant étant adulte, on n'en porte plus du tout. Enfin moi personnellement, je n'en porte absolument pas. Même si j'aimerais bien, je pense. Et niveau éducation bah
c'était beaucoup dans... Ça a été une éducation malgache, en fait, principalement, j'ai l'impression. Et après, il y a l'éducation franco-française à l'école, on va dire. C'était deux salles, deux ambiances pour moi. Mais ouais, voilà. Ouais. Je, je rejoins un peu ce truc-là de l'éducation malgache à la maison. Ou bon après, je pense que tous les foyers, enfin, je me fais l'idée qu'en tout cas les foyers c'est comme ça, mais une éducation où on dit que ben la famille c'est le plus important, etc. Et au final, en parlant avec certains de mes copains, et quand je regardais leur famille, ou en tout cas de ce qu'ils me disaient de leur rapport en famille, j'avais pas l'impression que c'était toujours quelque chose soit de très important pour eux, ou bien que ils étaient pas toujours ensemble quand ils sont en famille, alors que moi c'était même pas une question. Quand on rentrait, on allait manger tous ensemble. C'est vrai que quand on était à la maison, ben, on était en famille. Je me rappelle de Dada qui nous fait des discours. Oui, la famille, parce que on a vécu des périodes un peu difficiles parfois, encore plus pour nos parents j'imagine, mais on devait rester encore plus soudés. Et c'est vrai que c'est vraiment un trait que je nous attribue à notre culture, parce on a une culture qui est très proche de la famille, où on rend honneur et hommage à nos ancêtres et à notre famille lointaine. On est toujours resté un peu en contact aussi avec la famille à Madagascar ou nos cousins cousines. Moi, je me rappelle de maman qui nous envoyait acheter des cartes Africa là à 7,50 € pour rappeler à madame, et ça pareil, c'est un truc que je ne voyais que chez les malgaches. J'avais mon meilleur ami aussi qui était malgache et qui devait acheter des cartes Africa à sa mère. Donc et ça non, j'ai aucune autre personne blanche, ni même je connaissais pas de d'autres personnes d'autres origines qui faisaient ça. À l'église par exemple, j'avais ce truc là qui était surtout sur bah de paraître. J'ai l'impression en tout cas, et j'insiste dessus, que de mon point de vue, il y avait beaucoup de jeux de paraître. Je sais pas si c'était de la bienséance ou c'est aussi pour eux en tout cas, c'était quelque chose d'important d'être forcément très bien habillé ou de se tenir de telle manière, etc. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que du coup j'ai associé, en tout cas moi, j'ai associé à cette communauté-là, et donc aux Malgaches de métropole. Petite parenthèse sur le thème métropole. Donc mon frère désigne bien la France métropolitaine, mais je rappelle que Madagascar ne fait pas partie de la France d'outre-mer, donc n'est pas un drôme. Et euh, et pas de là-bas. Là-bas, c'était pas du tout la même chose. Quand je suis allé à l'église, j'avais l'impression d'être dans Sister Act, quoi. C'était des grands chœurs, des chants. On était peut-être 1000 dans l'église, ça débordait. Et les gens, la plupart des gens n'essayaient pas de paraître parce que, enfin, je pense qu'ils essayaient de paraître avec le mieux qu'ils avaient, mais on pouvait vraiment distinguer au moins deux voire trois classes différentes, quoi. Et la plupart étaient des classes les moins aisées, donc ils venaient bah, déjà habillés avec au possible un manteau, etc. Mais je pense que là où tout le monde mettait de l'accent surtout, c'était du fait d'être ensemble et de suivre la prière, etc. Après, il y avait ceux qui étaient très bien habillés et qui parfois, j'ai l'impression, presque prenaient les autres de haut ou voulaient pas se mélanger, quoi. Genre, vraiment ouais, des classes différentes. Et j'ai l'impression que c'est ce jeu-là que je retrouvais surtout en métropole, de ouais, on est différent des autres, entre guillemets, on les fameux bons malgaches que moi, ça m'a vraiment appuyé dans mon enfance, mais j'avais l'impression que ça venait de là, quoi.
Moi, mon lien avec la culture française, franco-française et avec la France, ça va être la langue, parce que je parle français principalement, donc ça va se jouer déjà par là pour rentrer en relation. Et c'était pas très fluide pour moi, en général, je sais pas pourquoi, mais il y avait toujours quelque chose qui faisait que je me sentais étrangement pas trop à ma place. J'ai jamais réfléchi sur le fait que peut-être que c'est parce que moi je suis pas franco-France. Alors voilà, du coup, je sais que eux en face de moi ce sont des franco-français, voilà, et qui ont pas forcément d'autres origines, alors que moi je sais que j'ai des origines et que je m'exprime davantage avec ça, et que du coup en face de moi, on n'a pas le même langage en fait. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour moi. Maintenant, c'est ok avec ça, mais c'est vrai que ça a toujours été un petit peu compliqué pour moi de rentrer en contact avec des franco-français et d'être à l'aise. Moi, je comprends pas je comprends ce truc-là globalement, c'est vraiment hyper global de mon expérience que j'ai eu, mais c'était sur tout ce qui va être artistique en fait, où je trouverai pas de point d'accroche avec les franco-français. Je me rappelle moi dans l'enfance justement, les personnes avec qui je m'entendais le mieux, c'était certes des Français, enfin des Blancs, mais ils avaient aussi une double nationalité. Là, je pense à un de mes meilleurs amis de l'époque qui était russe, et en fait pour moi c'était un point commun qui était vachement rapprochant de voir que ben lui il est un peu dans la même situation que moi, mais lui il est pas noir, lui il est blanc, et du coup il a une approche qui va être différente, mais je pense qu'on peut se comprendre là-dessus. Je me rappelle que ça m'avait particulièrement touché justement cette situation-là. J'avais écrit un poème pour un exercice de français où j'ai expliqué à travers ce poème que c'est parce qu'on vit la même expérience que on peut se comprendre et donc se rapprocher. Et, euh, et là, je le retrouve aussi avec mon meilleur ami actuel, qui a aussi une double nationalité. Et c'est vrai que je crois actuellement que je ne suis proche d'aucun franco-français. Après, où je vais me dire que ça va être vraiment l'identité française forte, c'est tout ce qu'on a appris à l'école en fait. Donc que ce soit la langue, le français, le rapport qu'on a avec les maths, tous les livres d'histoire et de géo, et surtout le rapport à la norme, pardon, que j'attribue moi personnellement beaucoup à l'identité française de le français il va ressembler à ça quoi. On montrait que ce soit à travers l'histoire ou euh, ou les images ou les acteurs ou les personnes qui réussissent en France, ben j'aurais cette image de quelqu'un qui est un peu c'est quoi le mot, patriote. Voilà. Le patriotisme français, c'est mon exemple de ce que moi je devais en gros devenir à l'école. Il fallait que je devienne un bon élève, patriote, etc. Et c'est juste sur ce côté patriote où où je me sentais pas à l'aise, ou en tout cas je me sentais pas patriote en particulier de la France. Enfin, si j'entends le sens de patriote, de me mettre au service de la France, de pouvoir, par exemple, aller à la guerre ou mourir pour la France, c'est vrai que c'est un truc que je me vois un peu mal faire. Et en même temps, si je le pense du côté malgache, ben là, je me sentirais prêt. Et du coup, de ce niveau-là, je me sens plus proche de mes identités malgaches que françaises. Vraiment, la France, pour moi, c'était juste l'école. L'école et les références scolaires. Pour ma part, ce qui me relie personnellement à la France, c'est déjà qu'on est né, enfin que je suis née ici, que j'ai grandi ici,
que je parle français. Et en fait, c'est vraiment le champ des possibles qui est beaucoup plus large que, que nos cousins et familles à Madagascar, par exemple. La possibilité de faire des études, de faire un métier qu'on aime, le fait d'avoir tout le confort que ça peut amener, la sécurité financière, le fait de pouvoir manger à sa faim, la possibilité de lire, tout, tout l'aspect d'éducation, de l'argent, et des opportunités professionnelles aussi, c'est quelque chose que clairement, ici, ça m'apporte énormément. Et je pense que je le constate d'autant plus parce que je vois que c'est pas forcément le cas de, de tous les Malgaches à Madagascar, loin de là. Et en fait, cette sécurité-là me permet aussi d'avoir tout un panel de réflexions que je pense que je n'aurais pas si j'étais pas dans ce contexte-là. Donc je m'estime quand même chanceuse d'avoir cette culture-là et d'avoir baigné et d'avoir grandi ici, quoi. Comment je me suis sentie à Mada la première fois, du coup, c'était il y a 6 ans, je crois. Je suis pas restée longtemps, je suis restée 2 semaines. Et bon, moi, pour ma part, mon expérience était pas très bonne, puisque bon, j'étais dans une période de ma vie très compliquée et que pour moi, je n'avais rien à faire là-bas à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça a un petit peu gâché mon séjour et que j'ai pas tant de bons souvenirs que ça. Mais j'ai quand même des choses qui m'ont frappé là-bas. C'est la sécurité. Au niveau sécurité, je me sentais complètement insécure. Je me rappelle, bon, du coup, on était avec ma sœur et une tante et on la suivait constamment à la queue leu, toujours à côté d'elle. Enlevez vos bijoux, vos machins et tout. Et j'ai dit, oui, mais moi j'ai un petit collier, on le voit pas. Non, non, enlève-le parce qu'on va te l'arracher et ça peut te faire mal. Enfin bref, donc au niveau sécurité, c'était pas du tout ça. Il y a ça, puis après il y avait côté beauté du pays quand même. Là j'ai un peu plus profité parce que bon, les plages magnifiques et tout, la bouffe aussi trop bien. Mais je pense que le point principal c'était la sécurité pour moi, ouais. Donc, par rapport à la langue, ouais, c'est vrai que c'était compliqué aussi parce que encore une fois, je me sens pas autonome ou je me sens pas indépendante puisque je ne parle absolument pas malgache, je le comprends pas trop non plus. Donc ouais, moi clairement quand j'étais là-bas, j'ai quasi pas parlé en fait, hein. Je laissais ma tante qui parle malgache parler aux autres pour je sais pas faire les courses ou quoi que ce soit. Et c'est ça que je trouvais dommage parce que j'aimais bien le rapport avec les personnes, je sais pas, comment on appelle ça, les marchands ou les commerçants qui sont dans la rue et qui marchandent en fait. Tiens, je te donne ça pour le prix de temps. Et en fait, moi, je peux même pas rentrer dans un débat puisque je n'ai absolument pas de vocabulaire. Donc c'est vrai que ça mettait un peu des bâtons dans les roues. Si je me sentais malgache là-bas, comme tu disais, la Zane là, en mode arnaque, je me sentais comme la malgache arnaqueuse parce que physiquement j'avais tout l'air d'une malgache, mais finalement j'ai l'impression qu'en termes de culture on dirait que j'avais rien du tout, bien que j'ai été éduquée à la malgache en France par mes parents malgaches. Du coup non, je me sentais pas malgache en fait. Pour moi à l'intérieur de moi c'était pas malgache, j'étais vraiment française. Pour ma part, je suis allé la première fois à Madagascar en 2015. C'était durant l'été. Et donc évidemment, c'était quelque chose qui s'est préparé. Donc on a beaucoup discuté en famille sur ce qui allait se passer là-bas, ce qu'on risquait de voir, toutes les questions de sécurité, etc.
La première chose qui m'a marqué, c'est quand on m'a dit on m'a dit de faire attention dès l'aéroport, qu'on reconnaîtrait que je serais pas un malgache de là-bas, mais que je serais un malgache de métropole. Que j'aurais beau m'habiller comme eux, on me reconnaîtrait d'un coup d'œil. Et je me suis dit, oui, mais il doit y avoir des malgaches qui s'habillent en cravate là-bas et ça passe. Et en fait, non. Je suis arrivé là-bas. Bon, quand j'ai posé le pied à terre, et même avant ça, parce que dans l'avion et en arrivant sur le sol malgache, donc les principaux voyageurs c'était des malgaches, et tout le monde a commencé à chanter, à acclamer, à dire merci, à faire ce qu'on appelle un hamaku, et pour célébrer un peu notre bon atterrissage. Donc j'étais content, et en même temps j'ai été pris d'une vague de fou, waouh, je suis à Madagascar quoi. Les gens ils ont applaudi, ils ont parlé en malgache quoi. C'est pas ils ont dit merci, je ne sais pas quoi. Ça y est, on était à Madagascar et il fallait parler malgache. Et en posant le pied à terre à l'aéroport d'Ivat, en regardant autour de moi, j'étais comme dans les traces un peu de mes parents, de tout ce que je connaissais pas avant. Mais c'était immense comme sentiment. Je suis content. Je suis content parce que je me suis dit c'est là que mes parents ont vécu et je retourne aux sources en fait. Et j'étais super fier de ça. Donc un retour aux sources et donc c'était vraiment une émotion immense qui m'envahit en même temps que d'une énorme peur de l'inconnu parce que j'arrive là-bas et je suis malgache mais je n'y connais rien moi, je savais pas du tout à quoi m'attendre même si on m'avait préparé, enfin on m'avait juste informé mais je ne savais pas c'était quoi. Donc oui, j'avais ce sentiment d'imposteur en arrivant. Et c'était toujours une dualité entre je suis un imposteur, mais je suis un malgache qui va apprendre au final. Donc j'étais tout le temps entre les deux, entre curiosité de qu'est-ce qu'un malgache et de et un sentiment pas de tristesse, mais un peu de déception de pas être déjà un bon malgache entre guillemets. Il y a eu plein de dualités comme ça qui m'ont pris, donc ce retour aux sources et la peur de l'inconnu. J'avais la beauté de la nature verdoyante de partout et en même temps le désastre social et économique qui était tangible. Donc ouais, c'était vraiment une grande farandole d'émotions, de pensées, de sentiments. Et je pense que et ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, je me suis dit pour l'instant je vais pas être malgache. Je vais juste faire mon expérience comme un simple visiteur, je vais suivre ma tante là où elle m'amène, et je vais m'accommoder. Je vais m'accommoder aux pratiques, je vais surtout écouter, je vais essayer d'être présent, de faire... parce qu'on se lève très tôt à Madagascar, faut le savoir. Mais s'il faut se lever tôt, il faut que je me lève tôt, il faut que je fasse comme eux. Faut que je m'acculture en fait à ma culture. Et après une petite semaine, j'ai commencé à essayer pareil, de marchander. Donc je demandais à ma tante, bon, dis-moi une phrase pour demander d'acheter de l'eau, par exemple, ou bien d'acheter du riz, des trucs comme ça. Et j'ai envie de me débrouiller, quoi. Et les marchands, quand j'arrivais comme ça, ils me voyaient à 300 kilomètres que j'étais enfin un malgache de métropole. Mais ils étaient en même temps et amusés et du coup bienveillants quand même pour m'expliquer. Ma tante était toujours à côté de moi donc c'était rassurant. Et petit à petit j'ai pu ben voir c'était quoi le quotidien d'un malgache à Madagascar. Donc ça m'a la globalité de mon voyage vraiment ça m'a beaucoup plus plu que fait peur en fait. Donc ouais, c'était une très bonne expérience. Je sais que j'étais plus proche de mes cousins, parce que mes cousins aussi apprenaient le français au lycée français à l'école. Donc en fait c'était un échange.
Moi, je leur apprenais à parler un peu plus français, eux, ils m'apprenaient un peu plus à parler malgache, même si ça commençait par les insultes au début, bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'échangeais plus avec eux qu'avec les adultes de ma famille, parce que c'était pas tous qui parlaient très bien malgache, très bien français non plus. Ou bien alors c'était avec des adultes qui étaient très habitués à venir en France métropolitaine, ou même qui voyageaient à La Réunion, donc ils n'avaient aucun problème à parler français avec moi. Et pour le coup, c'était un petit peu avec eux que que je retrouvais mon confort métropolitain. Alors moi, je suis allée à Mada en 2018 pour un stage pendant 5 mois à peu près. Et je me suis retrouvée dans un espèce d'entre-deux où je sais pas trop où me mettre. Parce que, alors déjà, avant d'arriver là-bas, j'avais essayé d'apprendre à parler malgache, vu qu'on sait pas parler malgache. Alors on comprend globalement, on sait dire quelques mots aussi, mais faire des phrases entières, ça on sait pas faire. Donc les semaines avant de partir, je m'étais mise à essayer de bosser ça. Une fois que je suis arrivée là-bas, donc moi j'étais vers Noscombe. Euh, donc il y a tout un archipel dans le nord de Madagascar. Et en fait, ils parlent un autre dialecte. Donc moi, quand je suis arrivée, c'était difficile de comprendre pour le coup. Parce que nos parents, ils viennent de la capitale. Et là, du coup, c'était un tout autre dialecte. Et du coup, là, pour le coup, je comprenais vraiment rien. Et donc là, c'était un peu frustrant. Évidemment, quand j'arrive, on voit direct que je suis occidentale, en fait. On devine que je suis malgache quand même, mais on sait que j'ai aucune expérience à Madagascar. Donc c'est assez bizarre, sachant que je parle pas la langue. Et donc il y a une espèce de... On se sent pas très légitime, en fait. Mais en même temps, avec les gens avec qui je restais là-bas, genre, ils étaient super cool et j'étais dans un éco-village à Kiba, euh, à Noscombe. On parle principalement français entre nous, en tout cas. Évidemment qu'on apprend quelques expressions, etc., en malgache. Mais du coup, c'était quand même cool. Je ressentais pas... Enfin, je sais pas, c'était quand même très, très fluide au final. Mais c'était quand je partais de ce village-là pour en mode un peu touriste, clairement. Et que parfois, là-bas, il y a souvent des tarifs pour les locaux et des tarifs pour les vasas. Les vasas, c'est les blancs, voire les français. Et moi, je savais pas trop où me mettre en fait. Il y avait des fois où on me proposait le tarif vasa et d'autres fois local. Et des fois qu'on me proposait le tarif vasa, je sortais ma carte d'identité malgache. Et du coup, ils faisaient ah bah oui, mais du coup, c'était toujours un peu bizarre et un peu malaisant parce que je me sentais pas. Enfin voilà, c'était. J'avais envie de revendiquer le fait que oui, je suis liée à Madagascar d'une certaine manière parce que mes parents sont malgaches et même j'ai. Ça m'intéresse beaucoup de connaître mes racines. Je pose beaucoup de questions aux parents. Je fais pas mal de recherches. J'apprends la langue. Alors là, ça fait longtemps que je suis en mode pause, mais ça a toujours été important pour moi de découvrir le pays, de découvrir l'expérience, etc. Je suis très, très, très attachée à ces racines-là. Et du coup, c'était toujours bizarre pour moi de dire, bah oui, en fait, je suis malgache, mais non, je parle pas la langue, et non, j'ai pas grandi ici, mais j'ai la carte d'identité, regardez. Donc, sur ça, c'était particulier. Je sais pas si je me suis sentie forcément mal à l'aise, mais c'était un truc où je savais pas où me positionner, en fait. Je savais pas où me mettre. Par contre, après, je me suis sentie vraiment comme un poisson dans l'eau par rapport au centre d'intérêt, par rapport au mode de vie. Enfin, là, c'était tellement... Enfin, là, pour le coup, vis-à-vis de moi-même comme sensation, mais j'étais chez moi, en fait. Vraiment, c'était d'une évidence ouf. Enfin, c'était ouf, quoi. Il y avait juste, voilà, par rapport à se revendiquer malgache, que là, je me posais beaucoup, beaucoup de questions.
Et il y avait ces réflexions de mais où est-ce que je me situe du coup? Parce que j'ai pas les mêmes expériences que les Malgaches qui vivent sur le territoire, enfin à Madagascar. Et puis je suis française, mais en tant que française, j'ai pas forcément, et en tant que Malgache, j'ai pas forcément les mêmes centres d'intérêt que d'autres personnes en France. Du coup, où est-ce que je suis? Moi, la relation que j'ai avec ma famille à Madagascar, euh, j'ai pas trop de liens, moi, personnellement, et je me sens pas plus investie ni engagée dedans, quoi. C'est que c'est maman qui est davantage, investie dedans parce que, c'est sa famille en premier, on va dire, hein, ses frères et sœurs, tout ça. Et donc, c'est elle qui va penser à eux. Ouais, Dina, tu pourrais quand même leur envoyer un message. Ou regarde, il t'a envoyé ça, tu peux lui répondre. Et moi, je suis là, ouais. Je traduis ça par le fait qu'on ne se voit jamais, qu'on s'est jamais côtoyé. Et on s'est côtoyé une fois, et c'était quand j'étais dans ma pire phase. On en vient quand même à discuter, à parler un peu, à partager. Donc, c'était chouette, hein, mais je les connais pas plus que ça. J'ai pas créé de lien avec eux. Donc non, je suis pas très proche de la famille. En tout cas, du côté de maman, toute la famille du côté de maman, je suis pas proche du tout. La famille de Dada, je les connais déjà tous parce que ils sont déjà venus en France plusieurs fois. On a fait des choses ensemble, on a partagé plein de choses ensemble. Ouais. Ouais, je rejoins la même chose à peu près. La famille de maman aussi, mine de rien, elle était très nombreuse. Et c'était des personnes qu'on n'a jamais pu voir depuis l'enfance. Et les voir une première fois, bon, moi, c'est vrai que c'est pas dans le même contexte. Donc, c'est vrai que j'étais plus en curiosité et amusé de rencontrer cette partie-là. Même si du coup, ça me faisait et bizarre et ouais, un peu forcé dans la manière, par exemple, quand je suis revenu de mon voyage, de d'entretenir un peu le lien avec eux. Je me sentais pas, je me sentais pas forcément obligé, moi, de faire ça. J'avais même pas forcément trop l'envie non plus. Donner des nouvelles parfois, pourquoi pas, mais c'est vrai que, pour le coup, maman, ouais, avait ce truc-là de, que nous, on continue d'être proche avec eux. Alors que moi, dans ma réalité de ma vie, c'était pas ce qui était important, quoi. J'ai entretenu un petit peu avec certains de mes petits cousins par les réseaux, mais c'était vraiment bref, on va dire. Parce que oui, j'ai vraiment d'autres préoccupations. Et puis aussi, parfois quand ils me demandaient des choses, c'était des services, de l'argent, de leur envoyer des trucs, et j'étais à la fois égoïste de me dire, ouais, moi j'ai mes trucs à moi aussi à faire, je peux pas tout envoyer pour vous, etc. Et en même temps, j'étais un peu dans le déni de la situation de galère qu'ils vivaient tous aussi là-bas, quoi. Donc j'étais un petit peu dans un entre-deux qui me donnait pas envie de bouger, qui du coup me faisait pas rester en interaction avec eux. Ouais, le décalage de réalité, il est grand, du coup c'est dur de comprendre ce que chacun vit, et pour ça il faudrait parler beaucoup. Et c'est vrai que j'avais pas la force de créer ce temps-là pour discuter, j'étais déjà absorbé par autre chose, quoi. Il y a en effet un décalage de réalité que je perçois et ressens très fort, surtout avec la famille du côté de maman qui n'a pas eu l'opportunité de venir en France. Ce qui est le cas avec la famille du côté de Dada, et du coup on a vécu beaucoup de moments ensemble, et du coup il y a des choses qui nous rapprochent et des compréhensions de réalité. On a des ponts entre nos vies en fait. Mais avec le côté de maman, ils connaissent pas forcément la vie en France. Enfin, une des grosses idées, par exemple, c'est que ici, nous, notre famille, on est riche parce qu'on gagne de l'argent, parce qu'on a un toit, parce qu'on on se nourrit, qu'on a des ordinateurs, enfin voilà, plein de choses qu'on peut se permettre aussi
de venir à Mada, de faire des allers-retours. Alors, voilà. Bon, évidemment qu'ils comprennent pas que en fait, des fois c'est la galère, qu'il y a énormément de choses à payer, que voilà, ils perçoivent pas ce côté-là et en fait c'est normal. Mais du coup, c'est vrai que quand la seule fois où j'y suis allée, j'ai été très 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 heureuse de rencontrer tout le monde. Ils avaient organisé un énorme repas et on a été accueillis avec ma sœur comme des princesses, clairement. Et ça m'a énormément touchée. Parce que vraiment, ils y ont mis les moyens, voilà, pour nous accueillir comme ils le souhaitaient. Et j'ai vraiment reçu ça. Et en même temps, à côté de ça, vraiment en même temps, il y a ce truc de est-ce qu'on n'attend pas quelque chose de moi, du coup? Comme je viens de France, que ils ont ces idées reçues, que j'ai de l'argent, que euh, c'est facile pour moi, que je peux tout me payer, que je peux tout m'acheter. Est-ce qu'ils attendent des choses de moi? Et bon, je l'ai senti un petit peu et en même temps, enfin, je peux pas en vouloir parce que sûrement que si j'étais à leur place, j'aurais les mêmes pensées. Mais voilà, c'est ce décalage de réalité qui fait que c'est difficile de se comprendre dans nos réalités genre concrètes et matérielles et qui fait que c'est aussi difficile de garder contact quand eux sont là-bas et moi en France. Bah, j'ai envie de dire que là, tout de suite, je me sens les deux, quand même. Mais si ça penchait un peu plus l'un vers l'autre, l'un que l'autre, bah, cette question, j'y ai beaucoup répondu. Et ça change tout le temps, et donc je sais pas où est-ce que je me situe en vrai. Parce que je sais qu'à un moment donné, on en avait parlé, et que pour moi, j'étais plus française, parce que bah, j'ai grandi en France, et que j'ai beaucoup... je sais pas, j'ai beaucoup côtoyé des personnes franco-françaises aussi, au quotidien, principalement au travail, au lycée, à l'école, qui a fait que j'ai grandi aussi avec ça, bien que je me suis beaucoup plus entendue avec les personnes franco autres pays, quoi. Et, et voilà, donc je dirais que, enfin, à l'époque, du coup, je disais que j'étais plus française par rapport à ça, parce que j'ai grandi en France. Et à côté, j'ai quand même mes origines de Mada qui ressortent énormément et que j'aime beaucoup et que j'ai envie d'un peu plus affirmer, quoi. Donc voilà, je suis partagée entre un truc où j'ai grandi et que j'ai pris une habitude et un autre truc qui est là et que j'aime beaucoup mais qui est un peu moins présent dans la société en France. Voilà, donc je suis entre deux. Ouais, je vois. J'étais en train de penser un peu à cette même phrase-là. T'es partagé entre des habitudes françaises Mm. et comme un intérieur malgache, quoi, presque, qui essaie Mm, de ressortir. c'est ça. Ouais. Ouais, pour ma part, je suis 100% français et 100% malgache. Je dis même pas 50-50. Pour moi, je suis un français entier et un malgache entier. Parce que j'ai dépassé un petit peu l'idée de ce que devait faire l'un et l'autre pour être un bon français ou un bon malgache. Ou même, ça voudrait dire qu'il y ait des mauvais français comme des mauvais malgaches. Pour moi, c'est, je suis 100% français et malgache depuis que je suis né et depuis que mes parents m'ont fait en France et voilà. Et et du coup je vis ouais cette du coup je ne dirais plus dualité parce que je ne le mets plus en opposition. Je dirais je sais pas comment le dire d'ailleurs association ouais voilà très bien. Je dirais plus que je vis cette association comme une force qui me permet en tout cas que moi je vois comme si je naviguais dans l'un puis dans l'autre j'y vois à certains endroits des forces ou dans l'autre je peux trouver parfois des faiblesses entre guillemets mais c'est vrai que moi ça me fait un petit peu mon personnage unique que j'aime bien que je peux creuser parfois un peu plus du côté malgache que parfois je me retourne du côté
français, mais et en même temps, des fois je me dis, est-ce que si je navigue entre les deux, c'est que je suis pas vraiment ni dans l'un ni dans l'autre. C'est dans ce sens-là que je dis unique. J'ai l'impression parfois même d'être à part et d'être juste un enfant du monde plus que un français malgache. Je me posais la question de si moi j'aimerais par exemple à un moment donné vivre à Mada. J'étais un petit peu aussi je sais pas, c'était pas jaloux, mais pareil, c'était un peu le sentiment d'imposteur ou d'arnaqueur. Je me sentais moins proche de la culture malgache que vous l'étiez, en gros. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que elles sont plus proches, ou peut-être que c'est parce qu'il y en a une qui est plus volontaire dans le fait de s'y intéresser. Et moi, par rapport à ça, j'étais un petit peu en mode, et moi, je me dis que ça serait bien, et en même temps, je fais pas grand chose pour aller dans ce sens. Et quand parfois en famille, ou ma tante qui est aussi ma marraine me dit ouais, faudra faire un grand projet à Mada, etc., etc., que même mes potes me disent oui, tu nous emmèneras à Mada un jour, je suis en mode oui, grave, j'y connais rien là-bas en fait. Je serais même pas l'équivalent d'un guide touristique parce que je connais rien. Et je sais que je je suis un peu pas dégoûté ni déçu, mais je ferai pas du coup encore cette image de bon malgache qui pourra te faire découvrir le pays, ou même moi je le connaîtrai pas assez bien pour y habiter ou quoi. Donc je me dis, je me mets un petit peu presque en devoir de vivre un temps là-bas pour me faire mon expérience, et que je puisse ensuite accueillir, que je puisse raconter c'est quoi le quotidien que mes parents ont vécu par exemple. Et en même temps, je suis partagé entre la vie professionnelle que je veux, dont les opportunités résident pour l'instant en France, et après il y a une tierce partie encore, donc ce serait même pas entre deux, ce serait entre trois, mais ça serait de faire mon propre voyage presque solitaire en tant que, je le disais tout à l'heure, enfant du monde, et mon envie égoïste de partir fouler le pied de toutes les terres, quoi. Et en termes d'anecdotes, là, j'en ai une toute récente et quotidienne même, puisque j'ai un malgache qui travaille à côté de mon taf, quoi. Donc, il vient souvent commander, et c'est un malgache. Et du coup, il vient souvent commander, et je tombe souvent sur lui. Et du coup, on est là, on se regarde, et je lui parle avec mon plus gros accent français de tous les temps. Et lui avec son accent malgache. Et du coup, je suis là, salut. Alors, déjà, on se voit quasi jamais dans la vie. Et donc, le truc qui fait que je dis salut, c'est parce qu'on est malgache. Et en tant que malgache, on se reconnaît, on est des frères de sang. Du coup, je fais salut, tu veux quoi? Tu veux manger quelque chose et tout? Et je suis partagée entre le fait de vous voyer, tutoyer, parce qu'en fait, il y a cette reconnaissance qu'on a en tant que malgache. Mais en fait, mec, que je te connais pas du tout. Et du coup, je parle pas malgache, et des fois, pour enlever un peu cette tension que j'ai, parce que en vrai, je suis quand même un peu tendue, parce que je sais pas sur quel pied danser avec les malgaches qui potentiellement parlent français. Je vais juste dire cette unique phrase en malgache qui veut dire je ne parle pas malgache. du coup du coup bon, c'est cool parce que ça détend un peu l'atmosphère, et on rigole parce que la personne elle a un peu compris ce que je voulais dire parce que c'était pas très bien dit, mais du coup on rigole, et après on se dit veloum, et voilà, et au revoir, quoi, ça veut dire. Et voilà l'anecdote que j'ai au quotidien avec les malgaches aujourd'hui. Ouais, et je te rejoins un peu sur un peu la même anecdote. Bon, c'est pas avec la même personne, mais c'est plus avec les malgaches en général qu'on peut croiser dans la rue, qu'on se connaisse ou non. On a toujours ce regard d'approbation de on s'est reconnu, quoi. Mm.
un petit hochement de tête, parfois un petit bonjour, ou si moi je suis entreprenant, un manaon, je veux dire bonjour. Et et en fait, 90% du temps, je ne dis pas bonjour en malgache parce que ça inviterait l'autre personne à parler en malgache et moi je n'y comprendrais rien. Donc, mais on a toujours ce truc de reconnaissance là entre nous qu'on ne verra jamais, enfin que moi je ne vois en tout cas jamais entre deux Français qui se croisent, de se dire bonjour juste parce qu'ils sont français, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'associe à notre culture. Et ça m'arrive dans tous les contextes, dans la rue. Moi, je travaille en restauration, j'ai des clients qui sont malgaches, je les vois. Et parfois, je me dis, est-ce qu'ils attendent que je leur rende un service, justement, parce que on est tous très proches, en tout cas, traditionnellement, dans les familles, et normalement, au pays, c'est l'idée que je m'en fais, qu'on est censé être tous très proches, solidaires, s'entraider. Est-ce qu'ils attendent que je fasse une remise sur la note? Est-ce que eux-mêmes vont faire un commentaire en particulier? Enfin, je sais pas. Et du coup, je sens que ça, que je la vis comme une sorte de, ouais, comme une complexité, quoi, d'être et français et malgache dans ces situations-là. Si j'avais des enfants, déjà là, au jour d'aujourd'hui, je suis pas du tout concernée par la question des enfants, pour l'instant non, tu vois. Mais si j'avais des enfants, je leur transmettrais l'éducation que mes parents m'ont donnée. L'éducation qu'elle a été malgache ou française ou quoi, je pense que c'est juste l'éducation que je donnerais, qu'ils m'ont donnée, quoi. Pour la solidarité entre la famille, pour toujours, ouais, essayer de s'aider mutuellement, de participer aux tâches, quelles qu'elles soient, pour leur transmettre la musique malgache, les danses, et beaucoup de bouffe aussi, beaucoup de bouffe malgache. Il faudra qu'ils savent cuisiner les plats malgaches et les manger chez eux. Ça, c'est le lien à la langue malgache, c'est une bonne question parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'aurais bien aimé parler malgache, hein, en vrai. Et je pense que j'aimerais que eux, ils aient ça, mais du coup, pas par moi, parce que moi, je ne parle pas malgache, mais qu'ils l'aient, ouais, qu'ils se soit dans leur corde, dans leurs armes, quoi. Donc, ouais. Et peut-être, ouais, pour le nom, le prénom à choisir pour eux, c'est vrai que j'aurais plus tendance à penser à un prénom malgache parce que, je sais pas, nous, bah, tous les trois, on a des prénoms malgaches, alors qu'on parle, bah, presque 100% français, quoi. Mais, je trouve que ça fait côté, bah, original, côté racine aussi, parce que quand même, on a des origines de là-bas. C'est toujours pour ce petit rappel, là. Et pour dire, on sort un peu du lot, quand même. Mais ouais. Et aussi sens, parce que j'aime beaucoup les prénoms malgaches qui ont du sens, tu vois. Maintenant, s'il y en a et la question de la transmission de culture, moi, oui, elle va être prégnante déjà sur la nourriture. Voilà. La question de la langue, c'est vrai que je leur souhaite d'être plus proche de la langue que moi je l'ai été. Je pense que c'est un truc pas que je regrette, mais que je trouve dommage, ou en tout cas que il faudrait que je me donne les moyens et la chance de pouvoir l'apprendre pour que je leur transmette moi-même. Mais si, parce que plein de préoccupations dans la vie, je ne parle toujours pas malgache d'ici là, je pense que je serais pour presque leur donner, enfin, soit leur mettre à disposition des cours en malgache ou même un prof de malgache pour que eux puissent se saisir de ce que moi j'ai pas pu prendre. Je pense qu'il y aura donc ce que moi j'associe côté malgache, hein, tout ce qui va être artistique et créatif, ça va être évident que c'est quelque chose que je souhaite leur transmettre parce que c'est ce que j'ai reçu. Les voyages à Mada, ça aussi, j'aimerais qu'ils voient presque de la même manière que moi j'ai vu, et ils auront leur propre expérience en allant là-bas qui sera certainement différente de ce que moi j'ai vécu en allant, parce que
moi j'étais proche de mes parents qui eux-mêmes sont directement originaires de Madagascar et du coup moi ça me fait de marcher dans leurs pas, ça m'a fait quelque chose. Eux je pense qu'ils vont pas avoir la même approche du coup, mais quand même ça sera la même chose de marcher dans les pas des grands-parents quoi, ça sera incroyable. Il y a un truc ouais le prénom par contre ouais je tiens à ce qu'ils aient un prénom malgache. Parce que déjà, comme tu le disais, tous les trois, on a un prénom malgache. Et c'est un peu comme maman ou dada me disait, c'est comme si on était malgache avant d'être français. Donc je sais pas il y a un truc de moi, enfin, un truc en moi qui me dit que je pense encore un petit peu ça au niveau du prénom. On a tous aussi un deuxième prénom français. Même dit là, on en a deux, voire trois. Mais, c'est vrai que moi, je suis attaché à ce que d'office, quand on se présente, on sache que je suis malgache. Et que mon enfant, qu'on le présente, qu'on sache qu'il est malgache aussi. Et que si ma compagne à ce moment-là, elle est à tout hasard réunionnaise, qu'on sache que qu'il soit réunionnais par exemple, qu'on le reconnaisse à ce niveau-là. Et après lui donner un héritage français aussi quand même, l'héritage français que j'ai à ce niveau-là, dans mon prénom, enfin dans mes prénoms en tout cas, c'est Gabriel, c'est mon deuxième prénom et c'est vrai que pour moi c'est vraiment le juste milieu de l'héritage et français et malgache parce que ça c'est une origine française ou hébraïque je crois si je suis plus précis. Et pourtant, c'est un prénom qui m'a été donné et qui nous a été donné pour les garçons de la famille sur maintenant 6 générations. Et donc c'est un truc qu'on lègue de la famille malgache et pourtant c'est un truc français entre guillemets quoi. Et donc ouais, il aura un prénom ou elle aura un prénom et malgache et français. Allez, on arrive sur la fin de l'épisode. En tout cas, pour ma part, pendant longtemps, je me suis sentie dans un entre-deux qui avait pas une réelle place. En tout cas, un entre-deux qui était très très flou. Parce que je me reconnais dans très peu d'expériences, ni dans l'expérience des Malgaches vivant à Mada, ni dans l'expérience des Malgaches vivant en France, ni encore dans l'expérience de franco-français et la culture qui va avec. Évidemment que ça m'empêche pas du tout de nouer des liens et de créer des amitiés, des relations et de me sentir bien dans ma vie. Mais voilà, il y a beaucoup de questions autour de mais moi je suis où? Est-ce que je suis où? Est-ce que je suis 100% française, 100% malgache? Ni l'un ni l'autre. Avant je pensais que j'étais du coup ni l'un ni l'autre. Maintenant, je pense que je suis les deux à la fois, et les deux à la fois qui créent encore quelque chose d'autre, et qui a toute sa richesse, et qui sert à quelque chose, et qui a une place claire. Et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, d'ailleurs. Pour rendre un petit peu plus visible et légitime des sensations qui sont un peu floues, et en fait qui évoluent sans cesse aussi. Donc voilà. Voilà, je conclus. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est un premier épisode qui est un peu long. Les prochains seront un petit peu plus courts. Mais voilà, on commence en famille avec la sœur et le frère. Et je me suis dit que c'était aussi un chouette moyen de commencer ce podcast, de commencer cette saison et de raconter aussi moi mon propre ressenti. Voilà, si vous aimez, n'hésitez pas encore une fois à partager, à vous abonner et en tout cas merci et à très vite dans le prochain épisode.